Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur le Terre-Terre Lorrain, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, votre radio locale. François-Xavier Consoli, votre serviteur, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un auteur qui nous a fait parvenir ses ouvrages et qui a beaucoup de choses à nous dire. Il s'agit de Stanislas Berton. Monsieur Berton, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors Monsieur Berton, comme je l'ai dit, vous êtes un auteur, vous êtes spécialiste dans l'analyse économique et la gestion des risques. On va un peu en parler de ça. Et vous êtes aussi un ancien chef d'entreprise. On peut dire que vous avez une approche peut-être un petit peu plus technique, scientifique, en tout cas, on va dire ingénieriale, le mot est pas très beau, mais des questions politiques. Ce qui change un petit peu dans l'analyse politique, on va dire classique, puisque on a une tendance à être plus littéraire, plus axé sur les grands auteurs classiques, Carl Schmitt et autres. Alors que vous, ce qui est intéressant dans votre analyse, c'est que vous prenez certains outils qui sont propres, disons, à la mathématique, ou en tout cas au domaine scientifique, et effectivement, ça change un petit peu. Tout d'abord, j'ai parlé de gestion des risques. Qu'est-ce que c'est que la gestion des risques ? Alors, qu'est-ce que la gestion des risques ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement analyser les risques qui sont dans l'environnement et, je dirais, alors plus qu'essayer de les prévoir, parce qu'il y a souvent cette erreur, et on en parlera, et notamment c'est l'école à laquelle je me rattache, qui est celle de l'école de Nassim Nicolas Taleb, il y a cette idée qu'on peut tout prévoir. Bien sûr, on dit toujours que diriger, c'est prévoir, donc il y a toujours une partie de prévoyance, essayer de se projeter dans l'avenir. En tant que chef d'entreprise, en général, avant de lancer un produit, on fait une analyse de marché, on regarde opportunités, menaces, on essaye de voir l'environnement dans lequel on évolue, mais plus spécifiquement, quand on parle de gestion des risques, c'est plutôt s'assurer contre le risque. C'est-à-dire qu'il faut, plutôt que d'essayer de se prémunir contre tous les risques, et je dirais d'être dans cette logique de dire on va pouvoir tout prévoir, c'est plutôt de créer des systèmes ou de créer des marges de manœuvre qui nous permettent d'encaisser le choc qui peut être causé par un risque. Et c'est l'exemple le plus parlant. Vous ne savez pas, quand vous prenez votre voiture, si vous allez avoir un accident, mais vous mettez votre ceinture au cas où cet accident se produirait. Et ça, c'est une assurance contre le risque d'avoir un accident. Et même chose avec les assurances qu'on a. Vous n'êtes pas, quand vous avez une assurance habitation, vous n'êtes pas sûr que vous allez être cambriolé ou que vous allez avoir un sinistre, un dégât des eaux, etc. Mais vous avez cette assurance qui, au cas où un sinistre se produirait, va vous couvrir. Donc c'est ça, cette idée. Analyse intéressante à l'heure où nous sommes en pleine pandémie mondiale. Beaucoup, on le sait maintenant, beaucoup de scientifiques, spécialistes des épidémies avaient prédit, en tout cas avaient annoncé une éventuelle pandémie, quelle que soit sa forme. Et là, on est bien dans le risque, c'est que beaucoup de gens avaient supposé, en tout cas avaient dit que ça pouvait éventuellement arriver. On voit bien que le risque n'a pas du tout été pris en compte puisque les politiques ont été pris au dépourvu. Oui, absolument. Alors ça, c'est très intéressant de prendre cet exemple parce que, justement, la pandémie, en fait, on savait par la structure du monde dans lequel on vit, notamment ce monde interconnecté, et là encore je renvoie à Nassim Nicolas Taleb qui en parlait dans un de ses livres dès 2008, donc du risque d'une pandémie causée par l'interconnexion du monde moderne, notamment par les avions, les aéroports, les mouvements de biens et de population à travers les frontières. Et donc ce risque a été anticipé par certains pays, je pense par exemple à Singapour, je pense à Taïwan, des pays qui ont eu très très peu de cas de Covid, qui se sont préparés. Et là, on voit, et c'est toujours très intéressant, parce que dans ma pratique de la gestion des risques, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on veut bien le faire, on se retrouve à se heurter toujours de plein fouet au dogme et à la doxa de l'époque. C'est-à-dire, par exemple, prévoir le risque d'une pandémie, c'est prévoir le risque qu'un phénomène extérieur vienne mettre à l'arrêt toute la machine économique mondiale. Et ça, il y a énormément de décideurs politiques qui refusent même de l'admettre. Et on voit que quand il y a eu ce début de coronavirus, la première mesure qui a existé de toute antiquité et qui a été mise en place par les pays qui ont peu de cas, c'était de fermer les frontières. Mais l'idéologie dominante nous dit non, les frontières doivent être ouvertes, c'est un principe sacré, donc on refuse de gérer ce risque au nom d'un principe idéologique. Et là, on en parlera sûrement dans la suite de cet entretien. Il y a par exemple le risque
d'un effondrement économique, donc pour des raisons qui peuvent être financières, troubles sociaux. On peut avoir aussi des phénomènes climatiques extrêmes, par exemple ce qui s'est passé au Texas récemment. Et donc partir du principe que tout pourrait s'arrêter, y compris l'électricité, ça c'est un risque qu'il faudrait prendre en compte. Mais aujourd'hui, combien de décideurs politiques ou même de chefs d'entreprise ont conscience de ces risques-là et prennent justement des assurances pour s'en prémunir. Et par exemple, moi qui viens du monde de l'entreprise, de tout ce qui est management, etc., par exemple, aujourd'hui, on est dans le système de zéro stock et flux tendu. Donc, c'est-à-dire, et externalisation, c'est-à-dire que vous faites appel à des prestataires extérieurs plutôt que d'avoir des gens en interne. Et ça, c'est l'antithèse de la gestion des risques. C'est-à-dire, vous avez zéro stock. Donc, dès que là, il y a rupture d'approvisionnement, bah, vous êtes foutu. On travaille en flux tendu, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un flux continu de marchandises ou de biens, etc., qui arrivent. Le flux s'arrête, vous êtes mal, et vous externalisez, c'est-à-dire que vous n'avez pas les compétences en interne, vous les avez en externe. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'une compétence précise et que le prestataire s'est vendu au plus offrant ou a été ailleurs, vous n'avez pas la garantie que la compétence est présente. Et ça, j'en parle un tout petit peu dans mon livre, dans la partie qui est consacrée à l'armée française, c'est par exemple un gros problème pour l'armée aujourd'hui, parce que l'armée a externalisé beaucoup de choses, et elle se retrouve des fois en difficulté à cause de cette politique d'externalisation. Alors parlons justement de vos livres. Il s'agit, donc il y a le plus récent, La France retrouvée, dont on va parler bien sûr, mais je voudrais revenir sur le précédent, qui était L'homme et la cité, qui est peut-être s'inscrit plus dans l'essai. Vous dites à un moment, et ça c'est intéressant puisqu'on suit le fil, aujourd'hui confrontées à une crise sans précédent de leur modèle, les sociétés occidentales jouent leur survie sur leur propre capacité à changer totalement de paradigme, le fameux paradigme dont on parle tout le temps. Les sociétés occidentales ont cru pendant 2 siècles à la croissance et à son corollaire philosophique, le progrès. Elles doivent redécouvrir que la croissance n'était pas la règle, mais l'exception, que le progrès n'est qu'une illusion de la modernité et que le temps n'est pas linéaire, mais circulaire. Donc si on continue sur l'idée de flux tendu, sur l'idée d'imprévoyance de nos politiques, comment, d'après vous, est-il possible de changer de paradigme et de revenir à quelque chose d'un petit peu plus pensé, d'un petit peu plus logique, pour faire simple, pour faire preuve un petit peu de bon sens, puisqu'on voit aujourd'hui que nos politiques, finalement, ne sont plus du tout dans le bon sens. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a un travail au sein de la société elle-même, parce qu'il faut que les citoyens aient conscience de ça, et c'est le sens du travail et des livres que j'écris, parce qu'il faut demander des comptes sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens... quel accueil serait réservé aujourd'hui à un politique qui va dire on va diminuer par exemple notre niveau de vie, etc., mais par contre on va constituer des stocks, on va, au lieu d'avoir des surfaces qu'on utilise pour construire dans les villes, on va restocker comme on faisait autrefois. Vous savez, dans chaque village, il y avait le silo à grains, il y avait un entrepôt, on stockait des réserves pour les moments difficiles. Donc, tout ça, ça a un coût. Constituer des réserves, c'est un coût. Bon, on sait que par exemple, on a quand même des réserves pétrolières stratégiques pour quand même faire fonctionner l'essentiel, mais je dirais, c'est quelques mois. Enfin, on n'a plus du tout cette culture dans nos sociétés de stocker. Même nos anciens qui faisaient des salaisons, qui faisaient des conserves, qui faisaient des bocaux, qui stockaient ça au cellier, parce qu'ils savaient qu'on pouvait, il y avait toujours ce risque un peu de disette, etc. Donc, il faut que les citoyens reprennent conscience de ce risque. Et après, alors ça c'est un autre de mes chevaux de bataille, c'est il faut complètement changer l'élite qui nous gouverne, parce qu'il y a un problème. Alors déjà, il y a ceux qui ne sont pas des patriotes, qui n'aiment pas leur pays et qui sont acteurs de sa déconstruction. Mais au-delà de ça, il y a un vrai problème de formation. Des gens qui ont été, alors soit c'est de la génération des 30 Glorieuses et n'arrivent pas à imaginer tous ces risques, où ils sont pas mal formés, ils n'ont pas la curiosité d'aller poser des questions au service des renseignements, parce que eux sont dans l'évaluation en général assez fine du risque. Voilà, il y a un problème à la fois de génération et de compétences de nos élites, sur ces sujets-là en particulier. Alors, puisqu'on parle de formation, il y a aussi des sujets que vous développez, comme par exemple le TRE. Alors, rappelez-moi déjà, le TRE, c'est le taux de revenu énergétique, taux de rendement énergétique. Taux de rendement énergétique. Oui. Ou la logique justement de charge informationnelle, ou encore le Black Swan, c'est-à-dire qu'il s'agit de différents outils, différents éléments que vous développez donc, dans l'essai L'homme et la cité, qui permettent de comprendre, d'évaluer les risques, et aussi de déterminer en fonction de l'information et de trancher, ce que beaucoup de politiques justement ne veulent pas faire, c'est trancher, c'est discriminer, quelle horreur la discrimination. En quoi ces différents outils, on en a un peu parlé là, il y a pas très longtemps, le fameux Black Swan, est-ce que vous pouvez développer ces quelques outils-là sur lesquels vous revenez dans vos livres, qui, me semble-t-il, justement, sont pas
peut-être ne sont pas suffisamment mis en avant en France, principalement à mon avis du fait que ça vient du monde anglo-saxon. Oui, absolument. Alors je vais les prendre dans le sens inverse de celui dont vous les avez présentés, pour commencer par le Black Swan, donc le cygne noir. Alors ça, c'est un principe qui a été développé par Nassim Nicolas Taleb, donc un philosophe, mathématicien, statisticien. Alors en fait, le cygne noir, il vient d'une anecdote qui est que, en fait, jusque la découverte du Nouveau Monde dans les Amériques, on pensait que tous les cygnes étaient blancs. Et il a suffi qu'on découvre un seul cygne noir pour découvrir que c'était pas le cas, qu'en fait il pouvait y avoir des signes noirs. Donc c'est l'idée, c'est un principe logique qui est que l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Donc qu'est-ce que c'est qu'un signe noir ? C'est un événement qui est imprévisible, mais je dirais qu'il y a une faible probabilité statistique de se produire, mais qui, lorsqu'il se produit, a des conséquences absolument considérables. Alors je vais prendre un exemple concret pour nos auditeurs, parce que c'est un peu abstrait. Par exemple, on sait, je ne donne pas le bon chiffre, mais disons qu'il y a 10 000 morts sur les routes en France par an. Bon, c'est impossible statistiquement que ces 10 000 morts se produisent le même jour. On ne peut pas avoir un jour dans l'année où il y a 10 000 morts sur la route. C'est étalé sur l'année. Par contre, dans certaines configurations, par exemple les marchés financiers, il est tout à fait possible qu'il y ait un jour un effondrement économique qui détruise les gains de plusieurs années sur les marchés. Donc il faut alors là on rentre, c'est un peu technique, mais il y a certains domaines où le risque, il y a certaines classes de risques qui n'existent pas dans d'autres. Et ça, par exemple, les marchés financiers, c'est le cas. Et en général, plus les systèmes sont interconnectés, plus les systèmes sont complexes, plus le risque d'effondrement rapide, le risque de Black Swan augmente. Donc ça, et on peut voir, par exemple, là, je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme un autre exemple pour vous. Si un jour vous avez un accident de la route, pour vous c'est un Black Swan, c'est-à-dire que vous viviez votre vie, tout allait bien et tout d'un coup vous pouvez vous retrouver en une journée sur une chaise roulante ou même décédé avec des conséquences pour votre famille, et ça c'est typiquement un Black Swan. Voilà, donc ça c'est le premier concept. Alors après, pour passer au deuxième concept sur lequel vous m'avez interrogé, c'était le TRE, si je use. Et la charge informationnelle. Oui, alors le TRE, c'est taux de rendement énergétique. Alors là, on rentre dans un autre sujet, on est plus dans l'analyse économique et la biophysique. Alors l'idée, c'est que on mesure souvent les questions énergétiques, par exemple en termes de prix. Donc la grande discussion, c'est par exemple le prix du pétrole, à combien est le baril, etc. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'énergie qu'on extrait a un coût énergétique. Donc pour bien le comprendre, c'est quand vous allez chercher un baril de pétrole, par exemple sur un gisement en Arabie Saoudite, et il y a 40 ans, le pétrole affleure au sol, c'est-à-dire vous avez juste à planter une paille et ça sort tout seul, quoi. Donc là, l'énergie que vous dépensez pour aller chercher ce litre de pétrole, elle est très faible. Vous n'avez quasiment pas d'effort à faire. Mais par contre, quand vous allez faire, par exemple, un forage en mer du Nord, donc vous devez aller à 2000 mètres, vous devez forer sous l'eau, vous devez construire une plateforme, etc., il y a un coût énergétique. Parce que créer la plateforme pétrolière, c'est un coût. Vous devez façonner du métal, vous devez faire venir des gens physiquement, les déplacer pour aller, etc. Donc il y a un coût énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir la totalité du système. C'est-à-dire que quand vous dépensez autant d'énergie pour extraire un litre de pétrole que ce que ça vous rapporte, en fait, vous êtes fait une opération qui est nulle sur le plan énergétique, mais du point de vue de la société. C'est-à-dire que la société, en fait, n'a pas d'énergie supplémentaire. Alors, il faudrait faire toute une émission là-dessus parce que c'est un sujet vraiment passionnant, mais très vaste. Mais si vous voulez, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, des universitaires, qui ont calculé en fait le taux de rendement énergétique dont nos sociétés modernes, extrêmement complexes et extrêmement même dispendieuses, ont besoin. Ils ont estimé que ce taux se situe à peu près autour de 30:1, pour donner une idée de ratio. Et le problème, c'est que ce taux, il est en train de chuter depuis les années 70, et qu'aujourd'hui, on est plutôt passé en dessous de 20, on est autour de 19, si je ne m'abuse, et ça chute de plus en plus. Et le problème, c'est que normalement, passer en dessous de 20, nos sociétés n'arrivent plus à se maintenir. C'est-à-dire que là, il faut avoir vraiment des leçons, des notions de thermodynamique, c'est-à-dire que tout système dissipe de l'énergie. Même nous, notre corps, pour continuer à vivre, il faut qu'on fasse rentrer de l'énergie. Donc on le fait par la nourriture qu'on consomme, et elle-même, cette nourriture, l'énergie de la nourriture, c'est de l'énergie du soleil qui a été captée par les plantes ou par les animaux. Donc nous-mêmes, on a besoin de faire rentrer quotidiennement dans notre corps de l'énergie juste pour continuer à vivre et à exister. Et donc une ville, un État, une société, c'est la même chose. Elle a besoin de flux énergétiques, ne serait-ce que pour pas que ces systèmes se dégradent. Nous, si on arrête de manger, notre masse musculaire fond,
voilà, On meurt, quoi. on meurt, voilà. Et nous, c'est pareil, pour faire fonctionner nos infrastructures, juste sans parler d'en construire de nouvelles, juste continuer à faire fonctionner ce qui existe, on a besoin de ces flux énergétiques. Et ces flux énergétiques, notamment par l'intermédiaire du TRE, ça se manifeste, sont en train de se réduire. Donc, ce qui a des conséquences économiques qui sont là encore complètement impensées. Ce qui explique le durcissement, le crispement en fait du monde aussi. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, oui. Et c'est alors là pareil. Je développe ce point là dans mon travail, c'est qu'il y a eu plusieurs conséquences, et que depuis les années 70, dans ce qu'on a appelé la crise pétrolière, qui est en fait une crise de la contraction énergétique qui a débuté dans ces années-là. Ce qui pour beaucoup de politiques est l'origine du mal aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est encore dans la crise des années 70, etc. Nous sommes dans la continuité de ça, et puis le basculement bancaire, la dette, etc. Oui, absolument. Mais là où ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est qu'on aurait pu, à partir des années 70, accepter cette réalité et s'y adapter. Mais on a été dans le déni, et donc le déni, ça a été de continuer à vendre aux citoyens le mythe de la croissance perpétuelle. Ça a été de cacher, de mettre la poussière sous le tapis, de cacher la réalité de cet appauvrissement, parce qu'en fait, toute l'économie, c'est de l'énergie, donc moins il y a d'énergie, moins il y a d'économie. Donc l'économie se contracte, mais pour cacher cette réalité, on a créé de la dette, on a fait de la création monétaire. Donc on confond la monnaie et la richesse, encore un problème. Et en plus, dans nos sociétés occidentales, alors qu'on aurait dû réduire la voilure, on a fait venir une immigration massive. Pour être très schématique, on a importé des nouvelles bouches à nourrir et des gens qui consomment de l'énergie alors qu'il y en a de moins en moins. Donc on crée encore une nouvelle crispation de ressources entre en plus des populations qui sont de deux civilisations différentes. Donc on voit le potentiel de conflit à long terme que ça suppose. Peut-être un tout petit mot sur ce que vous développez aussi, la charge informationnelle. Oui, alors c'est la densité informationnelle. C'est la densité. Alors ça, c'est une idée très simple, c'est de dire que, et ça fait le lien un peu avec ce qu'on dit avec l'énergie, c'est-à-dire que dans nos sociétés, on a le culte du volume de la masse. On dit par exemple qu'il faut que l'Union européenne atteigne la masse critique face à la Chine. Il y a cette tendance dans le monde économique, il faut faire des fusions-acquisitions pour toujours des entreprises toujours plus grosses. En fait, moi, je démontre et j'explique que en fait, ça, c'est faux. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la densité informationnelle, c'est-à-dire la concentration de l'information. Je reprends un concept de Henri Laborie, qui était un grand neuropsychiatre, qui a développé un peu cette idée, et qui dit que, en fait, notamment le génie de l'être humain, c'est de charger. Alors, j'aime beaucoup cette expression. Il dit qu'il faut charger la matière en information. Donc, par exemple, si vous connaissez les lois de la physique, vous avez une connaissance qui est très très dense. C'est-à-dire, par exemple, si vous connaissez la loi de la gravité universelle de Newton, vous pouvez potentiellement comprendre le fonctionnement, en tout cas de tous les objets de l'univers. Donc c'est un savoir qui est très très dense. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule loi qui s'exprime simplement par une équation, vous pouvez potentiellement l'appliquer à des millions d'objets. Et on peut faire la même logique avec les sources d'énergie. Vous avez par exemple le pétrole ou le charbon, qui sont des sources d'énergie très très denses. Avec 1 litre de pétrole, vous avez des kilowattheures. Une fois que ça passe par un moteur, par une mécanique, ça dégage énormément de force motrice. Et par exemple, le nucléaire, c'est la même chose. Si vous avez, avec l'énergie nucléaire, une énergie très 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 dense. Je veux dire, avec quelques grammes d'uranium, etc., vous produisez de quoi alimenter presque une petite ville pendant je ne sais pas combien de temps. Donc c'est ça, il faut toujours aller chercher la densité. Et je le dis aussi, par exemple, politiquement, on dit il faut des grands pays, mais qu'on regarde, par exemple, l'influence de la Suisse. Suisse qui est un petit pays, qui est extrêmement, riche, prospère, qui a une influence à travers le système bancaire, énormément de grands inventeurs suisses, ou le peuple juif, c'est aussi l'exemple que je donne, qui est un peuple qui est très faible par le nombre et qui a, dans les arts, dans les sciences, dans la sphère internationale, qui est extrêmement influent. Donc c'est bien la preuve que c'est pas juste une question, c'est la façon dont on oriente son énergie, on a une densité dans nos actions, dans nos concepts, etc. Et puisqu'on parle du politique et le fait d'orienter son énergie, justement, vous avez orienté votre énergie dans votre dernier livre sur l'analyse politique et sur ce qu'on pourra appeler les grands maux qui touchent aujourd'hui le monde, mais surtout la France. Restons-en à la France. Alors, justement, La France retrouvée, votre dernier essai. Comment, d'après vous, en quelques mots, peut-on définir la France, en tout cas en 2021 ? Je pense que la France aujourd'hui est un pays en voie totale d'effondrement. La situation est extrêmement dramatique. Et je pense que la France est un pays en guerre. Alors j'insiste sur ce point dans la première partie de mon livre.
la France, on mène une guerre à la France et aux nations occidentales dans leur ensemble, mais c'est une guerre d'un nouveau genre, c'est-à-dire que c'est une guerre hors limite, totale, permanente, et qui est menée essentiellement par des moyens non militaires. Parce que ça, c'est la grande erreur, je pense notamment des nations occidentales et même des patriotes, c'est qu'ils pensent la guerre toujours dans le cadre du XXe siècle, c'est-à-dire des chars, des avions, des bombardements, des soldats, des troupes ennemies qui défilent dans la rue, alors qu'en fait aujourd'hui la guerre, elle a changé de nature, c'était très bien théorisé, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. La guerre aujourd'hui, elle est menée par des moyens indirects, et ça vise à détruire l'adversaire de l'intérieur. Donc ça se fait par quoi ? Ça se fait par l'idéologie, ça se fait par la culture, ça se fait par la finance, ça se fait par l'émigration de masse. Moi, je considère que l'émigration de masse est un outil qui est utilisé pour affaiblir la France, alors pour détruire la cohésion sociale, et ça, alors c'est quelque chose qui n'est pas perçu, mais pour saper nos ressources. Par exemple, j'ai vu récemment que dans le Var, le budget des mineurs isolés, c'était 22 millions d'euros, c'est l'équivalent du budget des collèges. Du département. Donc ça veut dire qu'on est en train d'utiliser ces populations-là pour saper nos ressources, et c'est des ressources qu'on met dans la dépense sociale qui en plus suppose de l'endettement, donc ça fait la joie des marchés financiers et des puissances financières qui nous mettent sur leur coupe, donc c'est tout un ensemble. Et c'est cette guerre, donc cette guerre asymétrique qui est menée aujourd'hui à la France, et je dirais la plupart des Français n'en ont même pas conscience, n'ont pas conscience qu'ils sont vraiment en guerre. Donc si je suis votre raisonnement, il va falloir à un moment ou à un autre que nos politiques, ou vous-même, si on parle d'engagement plus concret, on va en parler bien sûr, il faudra que nos politiques décident de revenir sur les grands principes qui fondent notre belle République. Donc l'idée d'égalité qui est devenue l'égalitarisme à tout crin, l'idée de non-discrimination, l'idée de juxtaposer dans un endroit qui pourtant culturellement est assez marqué différentes choses qui ne se ressemblent pas, et l'idée d'indistinction où finalement, d'ailleurs vous en parlez aussi, on peut mettre sur le même pied d'égalité autant le christianisme que l'islam, que le judaïsme, etc. Est-ce que finalement, il ne s'agit pas d'abord avant tout de critiquer, c'est ce que vous faites plus ou moins d'ailleurs, mais de critiquer l'idée de libéralisme qui est venue finalement avec notre monde politique moderne? Oui, bien sûr, il y a aussi un travail de fond à faire qui est d'ailleurs, c'est toujours cette phrase du stratège Sun Tzu qui dit « Avant toute chose, il faut commencer à attaquer l'ennemi dans ses plans ». Donc il faut attaquer la stratégie de l'adversaire avant d'attaquer l'adversaire lui-même. Et ça, c'est exactement ça. Il faut s'attaquer aux fondements philosophico-politiques. Alors bien sûr, l'égalité est une aberration, c'est un mensonge, c'est une illusion. Et en effet, ce dont vous avez parlé, l'indifférenciation, le fait de tout mettre sur le même plan, mais ça aussi participe de la guerre. C'est-à-dire que comment vous voulez qu'un peuple fasse bloc, qu'un peuple résiste, quand on l'empêche de se penser en tant que peuple, quand à travers l'éducation, à travers les médias, on l'empêche de s'inscrire dans cette histoire, dans ce récit collectif, et que du soir au matin, non seulement on le décourage, on lui fait comprendre qu'il y a une idéologie qui est en œuvre, et en plus on sanctionne ceux qui sont les déviants. On le voit dans le monde professionnel, on le voit dans le monde universitaire. De plus en plus, il y a même eu un exemple, c'est tout récent, là, on affiche les noms dans la cour de l'IEP, je ne sais plus où, oui, tout à fait. De gens, etc. Donc on est dans du macartisme inversé. Oui, ou comme ce professeur de philosophie à Trappes qui a dit, voilà, Trappes n'est plus une ville française. Aussi, oui. Et il y a le préfet lui-même qui vient dire, mais que fait-il? Il met de l'huile sur le feu, etc. Donc il y a cette idéologie, je dirais, égalitariste, du progrès, du refus notamment des spiritualités traditionnelles de la France chrétienne, au nom, et là c'est vrai que vous avez raison, c'est au nom de la République, c'est le concept républicain, et d'ailleurs il n'aura pas échappé sûrement à nos auditeurs qu'on parle toujours de la République et pas de la France. On parle des valeurs républicaines mais pas des valeurs françaises. Effectivement. Puisque vous me permettez de faire ma petite transition sur le sujet, vous parlez dans votre livre La France retrouvée. Pour un retour à la France, il s'agit également de revenir à ce qu'est la France, et on ne peut pas revenir à la France sans parler du christianisme. À un moment vous dites, car chrétiens nous le sommes par notre héritage, par notre culture et par notre pensée, et même déchristianisés en surface, nous continuons de baigner sans même nous en rendre compte dans un océan de pensée chrétienne. Il ne s'agit pas de foi ici, il s'agit de culture. En vérité, peu importe de croire ou de ne pas croire,
Car qu'on le veuille ou non, tous les concepts que nous utilisons et qui structurent notre pensée, comme la laïcité, les droits de l'homme ou la justice sociale, proviennent du christianisme et n'auraient jamais pu exister en dehors de lui. Allons même plus loin, si la France fut pendant des siècles la fille aînée de l'Église, c'est parce qu'il existe une concordance secrète et subtile entre le christianisme et le peuple français. Donc, si je suis votre fil et qu'on applique concrètement les choses, il s'agit déjà de revenir sur l'idée de laïcité, de revenir sur, on pourrait même dire, le libéralisme républicain. Oui, oui, absolument. Moi, je pense que, de toute façon, ça n'aura pas échappé à ceux qui connaissent bien l'histoire politique, que la laïcité, loin d'être cet instrument je dirais, de concorde et de paix entre les religions, est à l'origine un outil qui a été inventé pour détruire la France chrétienne encore un peu plus. Donc il ne faut pas être dupe. C'est aussi, encore une fois, déjà au début du XXe siècle, guerre menée à la France par des moyens indirects. On sape je dirais l'historicité chrétienne de la France, l'éducation religieuse chrétienne, parce qu'avant l'éducation était essentiellement contrôlée par l'Église. Donc là encore, on contrôle l'esprit des enfants. Qui contrôle l'esprit des enfants contrôle l'avenir. Donc c'est toujours le même principe. On est dans cette logique. Oui, je pense qu'il faut déjà affirmer, comme le font les pays historiquement chrétiens, je pense aux pays notamment anciens pays communistes comme la Pologne, comme la Russie récemment, qui ont dit que l'héritage chrétien, la pensée chrétienne, fait partie de la société intégralement. Donc ça veut dire qu'on ne refait pas du catholicisme une religion d'État où on oblige les gens à croire, ça veut dire qu'on reconnaît la France comme nation chrétienne. Comme nation chrétienne, typiquement, oui. Alors, on parlait de libéralisme politique. Je dirais, ça aussi, c'est un jeu sémantique parce qu'on dit aujourd'hui qui va être contre la liberté. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que derrière le libéralisme, il y a cet individualisme, c'est-à-dire qu'au nom des droits de l'individu, on détruit le collectif. Et là, ça devient problématique. Et d'ailleurs, c'est même une trahison de la civilisation européenne, parce que le génie de notre civilisation, c'est d'avoir trouvé cet équilibre entre l'individu, parce qu'il y a et d'ailleurs l'histoire est marquée par des individus que ce soit des savants, des penseurs, des artistes, qui vont un peu plus loin et qui nous entraînent, qui nous tirent. Mais il y a aussi cet équilibre avec le collectif. Et notamment la religiosité chrétienne faisait ce lien collectif, c'est-à-dire qu'on était des individus, mais on se retrouvait le dimanche entre frères dans le Christ, à la messe, on était liés, soudés par cette culture commune, ces références communes, ces symboles, ces rituels, et donc il y avait cet équilibre. Mais aujourd'hui, on a détruit la partie collective, qui était la culture chrétienne, et on a exacerbé à outrance l'individualisme, c'est-à-dire que chacun, au nom de ses droits, s'affranchit du collectif et met en péril le collectif. Puisque je vais reprendre ce que vous dites dans votre livre, en pensée et en acte, puisqu'il y a deux grosses parties. Passons maintenant aux actes, on vient d'établir la pensée là. Passons aux actes pour essayer de revenir sur les mots MAUX qui nous touchent. Comment peut-on faire ? Est-ce qu'il faut revenir sur l'euro, quitter l'Union européenne, revenir à des frontières, organiser, vous en parlez aussi, ce qu'on appelle la fameuse remigration, on en parle de plus en plus. Est-ce qu'il faut aussi taxer les grands échanges bancaires, en tout cas les grands échanges monétaires internationaux ? Comment faire tout ça ? Parce que c'est toujours compliqué à la fois on va dire, de gérer la droite et la gauche. Oui, bien sûr. Alors, je renverrai nos auditeurs à toutes ces propositions qui sont dans mon livre, mais là, je voudrais vraiment me concentrer sur le grand principe général qui doit... Déjà, je pense qu'il faut comprendre que c'est vrai en général, et dans les temps de crise, la politique du juste milieu est toujours la pire. Et alors, il n'est pas dans mon livre précédent, mais sur mon site, on peut retrouver un extrait qui s'appelle la dictature de la minorité, que j'ai traduit, qui est une traduction d'un article remarquable de Nassim Nicolas Taleb, dans lequel il démontre qu'en fait, dans l'histoire, ce sont toujours les minorités intransigeantes, organisées et déterminées qui imposent leur volonté. Donc je pense pour la France, il y a deux avenirs possibles. Je pense que et je l'ai écrit dans L'Homme et la Cité, le modèle hérité des Lumières, républicain, etc., est mort. Il faut en avoir conscience. Il est mort, il n'y a même pas besoin de taper dessus, il est mort. Il est mort, mais il ne le sait pas encore. Donc à partir de là, il y a deux solutions. C'est soit on retrouve, je dirais, la France de la tradition, la France la France chrétienne, le peuple français historique. Donc ça peut passer en effet par la remigration, ça doit passer par la remigration. Soit on aura la République islamique,
Donc on aura un pays qui sera dominé par les forces étrangères, avec une religion qui s'imposera, parce qu'il ne faut pas imaginer que ça ne peut pas être le cas. Hein. Le Maghreb, par exemple, était chrétien à l'origine, Saint-Augustin était algérien, etc. Et aujourd'hui, c'est l'islam qui règne en maître depuis plusieurs siècles. Donc il ne faut pas imaginer que la France a une protection particulière contre cette réalité. Donc on est, en fait, ça sera les deux positions, je dirais, qui sont aujourd'hui perçues comme radicales, qui deviendront la nouvelle norme. Donc le plus important, c'est que les gens qui nous écoutent doivent déjà eux-mêmes avoir conscience de ça, c'est-à-dire entrer dans une forme de radicalité et exiger cette radicalité de ceux qui sont censés les représenter. C'est-à-dire que l'idée de ménager la chèvre et le chou n'est pas une solution. Alors concrètement, oui, exiger que ceux qui vous représentent parlent de remigration, exiger qu'il y ait une défense absolument sans faille de l'identité chrétienne, aucune concession au progressisme. Il faut vraiment être, et surtout il faut être engagé soi-même dans cette lutte à différentes échelles et à différents niveaux, mais il faut comprendre que ce combat, bien sûr, il peut être mené par des têtes d'affiche, si j'ose dire, mais derrière, il faut qu'il y ait, je dirais, cette masse qui soutient, alors qui soutient par le vote, qui soutient financièrement, qui soutient par elle relaie l'information, etc. Il faut qu'on soit tous mobilisés et il faut qu'on agisse collectivement. C'est pas parce que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont dans une, je dirais même des patriotes, qui sont un peu dans une passivité et qui pensent qu'il suffit d'attendre et de voter une fois tous les 4 ans ou de liker assez de vidéos sur YouTube pour que les problèmes finissent par être résolus. Mais quand on est en guerre, il faut des soldats qui montent au front et ça se fera pas tout seul. Quand je disais ménager sa droite et sa gauche, c'était dans l'idée de à la fois de parler des sujets que vous avez évoqués, remigration, libanisation progressive, etc., mais aussi de remettre en question une certaine forme de capitalisme, il ne faut pas avoir peur du mot, qui est aussi comment dirais-je, haut de la pyramide, qui implique aussi tout ça. C'est-à-dire que Oui. l'immigration massive implique forcément un volet culturel, mais d'abord avant tout un volet économique. C'est-à-dire que ne faudrait-il pas, en plus de tout ça, on va arriver à l'aspect programmatique de ce que vous développez, c'est que faut-il aussi remettre en question le capitalisme financiarisé, bancaire, etc., revenir à un capitalisme plus local. Oui, absolument. Alors, vous avez tout à fait raison de m'interpeller sur ce point. En effet, je pense qu'il y a, je dirais de manière générale, là encore, le principe, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il faut défendre le collectif. Et je regrette notamment parce qu'aujourd'hui, les forces je dirais, les gens qui peuvent avoir une sensibilité dite de gauche, pour eux, c'est un repoussoir, les questions migratoires, sécuritaires, etc. Mais c'est ridicule parce que, en fait, quelque part, quand on défend le peuple français, on ne veut pas que ce peuple français soit remplacé, on ne veut pas que ce peuple français soit exploité, donc on devrait se retrouver sur la défense de ce peuple, et y compris de ses ennemis, qui peuvent être des ennemis économiques, parce qu'aujourd'hui la finance, elle a mis la France en coupe réglée, les grandes entreprises, je dirais, on détruise les entreprises locales, les entreprises ou les rachètent, et leur imposent des exigences de rentabilité qui sont délirantes. Donc je pense qu'en effet, il y a, je dirais, une approche globale qui doit être de combattre tous ceux qui sont les ennemis de la France, de cette France locale et du peuple français. Donc, et ça passe aussi, bien sûr, par la remise en cause de ce capitalisme financier qui est totalement excessif et qui est mené soit par un petit groupe de personnes qui, là encore, qui est l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général, mais aussi de pays étrangers qui utilisent les mécanismes de la finance pour prendre le contrôle de la France. Donc là aussi, on est dans une forme d'ingérence, on est dans une forme de guerre indirecte. Donc on devrait se retrouver là-dessus. Je pense que ceux qui luttent, je trouve que c'est vraiment dommage que ceux qui luttent contre les excès du capitalisme ne luttent pas contre les excès de l'émigration de masse. Alors, on arrive à la fin. Puisque vous développez un programme à la fin de votre livre « La France retrouvée », passons à la fameuse question, que faire ? Vous développez différents points sur l'armée, la santé, etc. On ne va pas lire le programme. Mais dans l'idée, d'après vous, puisque vous avez parlé d'élections juste avant, faut-il continuer à faire confiance à certains partis ? Faut-il arrêter de voter ? Faut-il continuer à influer, à influencer culturellement et politiquement pour, je sais pas, arriver à une forme de révolution, de révolte, type gilet jaune mais plus poussé ?
ou faut-il attendre tranquillement sur sa chaise que le monde s'effondre et des gens peut-être un petit peu plus au fait comme vous arriveront aux affaires par la suite? Comment peut-on faire? Alors, je pense en effet que déjà il faut s'inscrire dans le temps long. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est une grave erreur de nos sociétés, c'est de vouloir que tout soit résolu à court terme. Il faut pas oublier que nos ennemis travaillent sur le temps long. On travaille, je veux dire que ça soit par exemple la confrérie des frères musulmans a été fondée en 1928 et c'est qu'aujourd'hui qu'ils commencent à atteindre leurs objectifs. La Chine est dans un grand plan depuis 1949 de redevenir la première puissance, donc c'est ce qu'ils appellent le marathon d'un siècle. Donc ils sont dans ce travail sur le temps long. Donc déjà il faut travailler sur le temps long. Ensuite, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut délaisser le combat politique plus immédiat, mais il faut le mener intelligemment. Je pense que les partis politiques tels qu'ils existent actuellement, donc dans leur structuration idéologique et en tant qu'organisation, sont des étoiles mortes. C'est un système qui est perdu, qui peut continuer à produire, à exister institutionnellement, mais qui ne va pas contribuer à résoudre les problèmes. Donc je pense déjà que le point important, c'est que les patriotes se retrouvent et se mettre en réseau, les vrais patriotes. C'est-à-dire qu'il faut que tous ceux qui veulent vraiment défendre la France et avoir cette radicalité dont on parlait, ce refus du compromis mou, se mettent en relation, se développent des vrais réseaux de solidarité et d'entraide, développent des capacités d'influence. Il faut en même temps, vous avez tout à fait raison, faire ce combat métapolitique, c'est-à-dire de continuer à faire passer ces idées-là dans l'opinion, les rendre totalement acceptables parce qu'elles sont à la marge. Et d'ailleurs, on voit que ça évolue parce qu'il y a quelques années, c'était impensable de parler de remigration. Aujourd'hui, ça commence à rentrer dans le débat public. Ça commence à être des propositions qui commencent à arriver. Donc, il faut continuer ce combat. Il faut continuer à être dans cette, dans cette lutte. Il faut transmettre aux jeunes générations, parce que ça, c'est extrêmement important. Il faut faire ce travail de réinformation et de reformation. Et il faut reprise en main culturelle. Voilà, de reprise en main. On fait aussi à la radio. Voilà, de reprise en main culturelle. Il faut soutenir des lieux patriotes, tous ceux qui sont engagés, parce que ce soit des associations. Maintenant, ils sont dissous, mais je pense comme Génération Identitaire. Il faut soutenir des commerces comme la Nouvelle Librairie à Paris ou nos camarades des Deux Cités à Nancy que l'on salue au passage. Soutenir les auteurs patriotes. Enfin, il faut soutenir tous les gens qui font vivre ce combat. Et il faut, et surtout le dernier point, il faut absolument comprendre la nécessité de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que face à cette situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, on ne pourra pas continuer avec les outils institutionnels ou le corpus philosophique qui était celui qui existait. Il y a vraiment une rupture majeure à avoir. Et si on n'arrive pas à faire ce travail de remise en cause qui a été fait par certains pays par le passé, qui ont eu osé faire cet acte de remise en cause complète de leur modèle, eh bien tout simplement on disparaîtra. Et donc tous ceux qui ont à cœur de défendre la France doivent se battre jusqu'au bout pour elle. Et comme je dis toujours, ce qu'il faut faire, c'est non pas gagner des élections, mais gagner la guerre, et pas faire de la politique, mais essayer de faire l'histoire. Donc pour faire l'histoire, et ce sera ma dernière question, faut-il se mettre en réseau ou se communautariser? Je pense que le terme n'est pas forcément... le terme est important, communautarisation et la mise en réseau n'est pas forcément la même. Vous faites la différence? Non, je n'aime pas ce mot parce que je pense qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale, et qu'on cherche justement à nous diviser, à dresser les Français les uns contre les autres. Il y a toujours cette logique du diviser pour régner. Je pense qu'il faut que les Français se retrouvent autour de certaines grandes valeurs et certains grands principes, mais qui peuvent être des principes radicaux, pas justement être dans le consensus, mais pas, il faut avoir conscience de soi. Ça, je pense que c'est très important. Et comme je crois que c'était Nietzsche qui disait, on appelle décadence à partir du moment où on agit contre soi-même. Donc il ne faut pas être des décadents, il faut défendre ce que nous sommes et ne pas faire des choses qui nous nuisent en tant que peuple. Et ma dernière question, ce sera la question Jean-Jacques Bourdin. Stanislas Berthon, vous vous lancez en politique? Je suis déjà engagé dans ce combat politique, c'est pour ça que je le fais à travers mes livres, à travers cet engagement qui est public, sous mon nom. Après, qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas pour l'instant... Par politique, j'entends parti. Oui, mais comme je vous l'ai dit, je ne rentrerai pas dans la logique des partis qui, je pense, est délétère. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui d'autres manières beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus utiles de mener ce combat pour la France.
Bien, eh bien, Monsieur Berton, merci. Merci à vous pour cette invitation. Nous vous recommandons, chers auditeurs, si tout cela vous a déjà si tout ça vous a plu, ça mérite un pouce bleu, c'est une évidence. Ça mérite aussi un commentaire. Nous vous recommandons les livres de notre invité. Donc son essai L'homme et la cité, qui vous permettra d'approfondir un petit peu les outils qu'on a développés. Et pour quelque chose un petit peu plus concret, La France retrouvée, les 2 livres aux éditions Le Temps retrouvé, qu'on peut avoir sur votre site. Oui, alors j'invite les auditeurs à se rendre sur mon site www.stanislasberton.com, où ils peuvent retrouver donc mes livres, et aussi le premier livre que vous n'avez pas évoqué, qui est Être français, lettre à ma sœur. Et donc ils peuvent retrouver ces livres, donc les commander directement par Amazon. Alors je sais que les auditeurs n'aiment pas Amazon, mais c'est très utile pour les dissidents, les auteurs dissidents. Et sinon, vous pouvez le retrouver chez des librairies partenaires, comme la Nouvelle Librairie à Paris, ou et nos amis des Deux Cités à Nancy. Voilà. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, vous connaissez la formule, la vie commence toujours demain. Je vous retrouve la prochaine fois, et haut les cœurs.